Très bien. Bonjour tout le monde et merci d'être là pour ce webinaire intitulé Analyse bibliométrique et gestion des références bibliographiques, de la bibliographie, organisé par notre laboratoire PRISM, durant lequel nous allons assister à deux présentations de qualité assurées par nos deux chers intervenants qui ont accepté de partager avec nous leur expérience. Je vais commencer par Monsieur Fouad Ben Saïd, maître assistant habilité en méthode quantitative à l'ESC de Tunis, et qui va nous parler d'une analyse scientométrique et la revue de la systématique de la littérature avec l'outil bibliométrique. Puis nous allons passer à la deuxième présentation assurée par Madame Amira Azghari, maître assistante habilitée aussi à l'ESSEC de Tunis et membre du laboratoire PRISM, et qui va parler du terreau et ainsi que son utilisation pour gérer les références bibliographiques. Donc, sans trop tarder, je vais céder maintenant la parole à M. Fouad Ben Saïd pour commencer son intervention. Voilà. Donc, merci. J'espère que tout le monde m'entend. J'espère que ma voix arrive à tout le monde pour pouvoir bien présenter donc cet outil bibliométrique. J'espère que c'est le cas. Bon, oui, ça va. Merci. Donc, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers cet édifice, ce temple de sciences, de recherche, le laboratoire PRISM, pour m'avoir accordé la chance d'animer un atelier sur la bibliométrie, la scientométrie et l'outil bibliométrique. C'est un soutien pour moi. Je suis honoré d'avoir pu contribuer à l'avancement de la recherche au sein de ce laboratoire et au sein, si vous voulez, de beaucoup d'universités, beaucoup de laboratoires. Je tiens à remercier les chefs et les chercheurs de ce laboratoire, essentiellement Madame Lamia Chiche et tous les autres. J'ai beaucoup d'amis dans ce laboratoire qui sont passionnés et doués par la recherche. Je tiens à remercier aussi donc exceptionnellement Madame Heja Bellalouna qui est ici. Elle m'encourage, elle me donne un soutien sans limite. Je remercie les autres. J'espère que ma présentation sera bénéfique pour vous. Merci à toi aussi. Merci. Et je vais commencer dans une heure. Excusez-moi, je vais être rapide. J'espère que le message arrive à être transmis. Et voilà, j'attaque directement donc cet outil. Je vais passer par il y a Scopus et le Web of Science, les deux bases qui permettent donc d'avoir les documents, les données nécessaires et pertinentes pour l'analyse bibliométrique. Je vais utiliser le Web of Science parce qu'il possède la variable nombre de citations de référence qui est d'une meilleure qualité par rapport à Scopus et qui me permet d'avoir les données sur la citation de référence. Et pour cette raison, j'utilise cette base, mais aussi la base de Scopus. Elle est pertinente, elle est intéressante. OK, donc je vais partager mon écran et je vais commencer donc la présentation. Je vais partager l'intégralité de mon écran et j'espère que voilà, donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous avez le partage devant vous? J'espère que pas encore. Je pense que ce n'est pas encore. Oui, oui. Oui, oui. C'est bon? Personnellement, je le partage. Je ne sais pas, devant moi, OK, donc je vais commencer. Je ne sais pas pourquoi devant mon écran, je n'ai pas le partage.
que c'est normal, c'est pas... Bon, il y a un micro, il y a une interférence, donc s'il vous plaît, essayez de tenir vos micros. Et je commence. J'espère que tout le monde voit mon écran. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, monsieur, c'est bon. Ah, ok. Donc, vous voyez le site Web of Science et cette interface pour la recherche des documents. Je donne un conseil à tous les chercheurs de faire un enregistrement, d'avoir un compte dans ce site. Le compte doit être fait dans les locaux de l'université, uniquement dans les locaux de l'université, puisqu'il y a l'adresse IP de CCK et le CNUTS. Si vous voulez, cette interface ou le lien de CNUTS nous permet de bénéficier si vous voulez, des offres accordées par le site Web of Science, y compris la recherche des documents. Une fois que vous avez fait l'enregistrement, donc vous pouvez chercher des documents et je vais vous montrer ma méthode de recherche. Peut-être elle sera acceptée par quelques-uns, elle sera pas acceptée par quelques-uns, mais c'est ma méthode, elle est pertinente. Vous êtes un laboratoire qui s'intéresse, j'ai constaté que votre laboratoire s'intéresse au GRH. J'ai essayé de faire donc une recherche bibliométrique qui s'intéresse à la gestion des ressources humaines. Et donc, je vais demander à ChatGPT de me donner les mots-clés. Give me keywords related to, et j'ai choisi gestion des ressources humaines. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me donner les mots-clés associés à cette thématique, la gestion des ressources humaines. Et voilà, il me donne donc ces 20 mots-clés. Je peux me donner plus, hein. Je peux lui demander de me donner une liste plus complète, mais 20 mots-clés, c'est largement suffisant. Vous discutez entre vous, les chercheurs, les trois, si vous voulez, co-auteurs d'un papier sur cette thématique. Vous pouvez discuter ces mots-clés, éliminer certains mots-clés que vous voyez non reliés à la thématique. Vous pouvez ajouter d'autres mots-clés. Il m'a donné des mots-clés comme Human Resource Management, Personal Management, Workforce Management, Employee Relation, Recruitment, Training and Development, Compensation and Benefits, Performance Management, Talent Management. Beaucoup de mots-clés que, à mon avis, je ne suis pas un expert, mais vous voyez que ces mots-clés sont reliés à votre thématique. Je vais demander à ChatGPT parce que si je fais le travail moi-même, ça va me prendre beaucoup de temps. Avant donc de demander quelque chose à ChatGPT, je vais vous montrer ici dans le site de Web of Science pour indiquer que vous devez chercher ou vous êtes en train de chercher ou vous demandez la recherche des documents. Dans le titre des documents, vous écrivez TI en majuscule, c'est-à-dire vous demandez que Web of Science fait une recherche dans les titres, aussi la recherche des mots-clés dans l'abstract des documents ou bien la recherche dans les mots-clés des auteurs. Il y a aussi les mots-clés plus, keywords, plus, KP. Ce sont des mots-clés accordés par, si vous voulez, des algorithmes du site Web of Science ou Scopus au document pour enrichir les mots-clés de ce document et l'intégrer dans des différentes thématiques. Donc, je vais demander à ChatGPT de give me a search query, c'est-à-dire va me donner une procédure de recherche of documents in Web of Science. Donc, je lui demande de me donner une procédure de recherche dans les documents de Web of Science of
these words, donc de ces mots-clés, of these keywords, in. Donc, TI en majuscule pour indiquer que c'est dans les titres, AB en majuscule pour indiquer que la recherche doit être aussi dans les abstracts, et AK en majuscule, c'est-à-dire une recherche dans les mots-clés de ces 20 mots-clés. Voilà. Je pense qu'il va me permettre de gagner beaucoup de temps. C'est un travail de plus qu'un quart d'heure. Donc, je vais copier cette procédure de recherche. Bon, certains vont apprécier cette méthode, d'autres non. Celui qui n'apprécie pas cette méthode, il n'a qu'à écrire cette search query seul, mais c'est pas grave. Donc voilà, et je vais maintenant intégrer cette procédure de recherche dans Web of Science. Il y a Search, toujours vous passez par Search. Toujours vous passez par Search, vous trouvez l'historique, vous trouvez les interfaces pour intégrer vos Search Query. Donc Search, et il y a aussi le champ dans lequel on intègre cette commande, si vous voulez, commande pour chercher des documents dans le site Web of Science. Ces documents sont relatifs à des différentes mots-clés associés à la science de gestion de ressources humaines. Et maintenant, je lance ma recherche. C'est bon. La procédure de recherche, elle est bonne, elle est exacte. Elle m'a permis de donner 269 documents dans le Web of Science reliés aux différents mots-clés de la littérature gestion de ressources humaines. Vous pouvez éliminer des mots-clés si vous voulez qui ne sont pas pertinents, ajouter d'autres mots-clés. Et la première partie de l'article, elle va traiter le développement de ces différents mots-clés, le développement de quelques littératures sur ces mots-clés. Et ça sera la première partie, revue de la littérature. Je vais par la suite, donc dans le Web of Science, vous voyez, vous avez pas mal de filtres, des filtres pour la période, donc vous pouvez choisir la période jusqu'à 2024, vous pouvez éliminer les articles de 2024 puisque ce sont des, on appelle ça online donc access, c'est pas encore publié. Il y a les articles de 2023, donc on peut sélectionner, éliminer des années. On peut aussi choisir entre, parce qu'on a des articles, des proceeding papers. Review articles, c'est des articles de bibliométrie et donc revue systématique de la littérature. Vous voyez, on a 16 000, presque 17 000 papiers dans la littérature de la gestion de ressources humaines. 17 000 papiers en bibliométrie et en revue systématique de la littérature. Vous pouvez accéder à ces articles en cochant Review Articles Profile, c'est-à-dire on sélectionne et voilà, vous avez des articles de revue de la littérature. Vous voyez Review and Prospect. 32 Years of Development of Human Resources Management in China. Voici une revue de la littérature sur le développement donc, de ressources humaines en Chine, revue de la littérature sur talent management. Donc, vous avez 17 000 articles de revue de la littérature. Les doctorants peuvent commencer par ces articles pour attaquer leur revue de la littérature ou pour comprendre vraiment le champ et la thématique à laquelle ils vont travailler et ils vont développer leur thèse. Il y a Review Empirical Research on Global Talent Management, donc juste il présente une revue de la littérature empirique, Talent Management Systematic Literature Review, donc 17 000 papiers qui contient une revue de la littérature sur pas mal de thématiques liées à la gestion des ressources humaines. Bon, je reviens à l'intégralité ou la totalité de nos papiers, 269 000, et je vais choisir, il y a dans Web of Science des catégories. Et vous avez la catégorie management. Il y a d'autres catégories en biochimie, en immunologie, écologie. En management,
on a 19 000 articles. Je vais sélectionner ces 19 000 articles puisque je pense que notre domaine, c'est le management, c'est le plus proche à notre spécialité. Vous pouvez, donc, si vous avez le temps, moi, j'ai pas le temps, télécharger ces 19 600 articles et les analyser, mais vous pouvez aussi choisir des sous-thèmes et ça peut constituer aussi un article de revue de littérature spécifique. Dans cette présentation, c'est mon choix. Bon, j'impose mes choix, excusez-moi, mais j'espère que mes choix vont être appréciés par vous. J'ai opté pour les ODD, les objectifs de développement durable, les 17 thèmes. Et vous voyez, par exemple, dans votre thématique, les gestions de ressources, votre spécialité, la gestion de ressources humaines, est développée essentiellement dans l'ODD 9, Industry, Innovation and Infrastructure. Dans la qualité d'éducation aussi, vous trouvez dans cette sous-thématique, je pense, tout ce qui est e-learning et tout ça. Il y a decent work and economic growth, gender equality, no poverty, reduced inequality aussi. Donc, vous voyez que votre champ d'analyse, le champ de travail, le champ de recherche dans lequel opère votre laboratoire s'intéresse aussi à la réduction de l'inégalité, à la pauvreté. Bon, je vais choisir la thématique. Pourquoi je vais choisir cette thématique-là? Parce que j'ai un nombre inférieur à 500. Lorsque le nombre est supérieur à 500, je dois utiliser un autre logiciel pour combiner la base parce que malheureusement, le Web of Science ne me permet que si vous voulez, télécharger par 500. Donc, je dois diviser la base en 500 articles en plusieurs morceaux de 500 articles. Et j'ai un logiciel qui permet de faire ça. Bon, j'ai pas assez de temps. Bon, je vais essayer de vous montrer cette étape. D'après vous, quelle thématique on doit choisir? Moi, je suis pour Responsible Consumption and Production. Si vous êtes d'accord, je continue. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je vais choisir cette thématique. Monsieur Karim, Madame Lamia, est-ce que c'est bon? J'attaque avec cette thématique qui traite la responsabilité. Oui, donc, oui, allez-y, c'est impeccable, Yatik Saha. Merci. Voilà, donc vous pouvez travailler sur les autres thèmes. Donc, votre laboratoire peut travailler dans ces 17 thèmes. Chacun peut donc s'attaquer dans un article ressources humaines et ODD, thème 9, thème 4. Bon, le thème 9 est le plus traité. Moi, j'ai choisi le thème 12. Vous avez beaucoup de thèmes, donc vous voyez, vous pouvez travailler. Bon, c'est pas 17 articles parce que les autres thèmes, il y a peu, mais au moins, il y a jusqu'à Sustainable Cities and the Communities 265, parce que la bibliométrie, c'est un outil qui est de préférable. Il faut travailler sur au moins 200 articles, 200, 300 articles. Par exemple, Climate Action, ça peut être l'objet d'un article de Systematic Literature Review, c'est-à-dire vous analysez intégralement ces 73 articles qui concernent l'action sur le climat. Vous pouvez aussi travailler une revue de la littérature systématique, c'est-à-dire vous téléchargez à travers Zotero, c'est ce que vous allez voir avec professeur Rim. Donc, Zotero vous permet d'avoir l'intégralité de ces documents et faire une revue systématique, c'est-à-dire intégrale, telle que Zero Hunger, Life on Land, Peace and Justice. Donc, vous pouvez travailler et vous pouvez donc, dans votre laboratoire, lancer en même temps au moins 10 articles de bibliométrie de chaque thématique reliée à ODD et gestion de ressources humaines. Donc, voilà, j'ai choisi Responsible Consumption and Production. Et je vais donc sélectionner cette base. J'ai 361 articles. Je vais faire une petite analyse de ces articles. L'article le plus important en termes de relevance, c'est un article donc, qui date de 2015. Il traite la thématique Hoshin Car Replanning. C'est votre spécialité. Vous êtes spécialiste comme moi. Je pense que vous connaissez cette Hoshin Car Replanning Process in Human Resource Management, Climate and High
Tech Firm. Ça, c'est le plus pertinent selon ce site, mais le plus cité. Donc, je peux trier les documents selon plusieurs critères, y compris le nombre de citations, la date, le plus ancien, le plus récent et tout. Donc, je vais choisir l'article ou les articles les plus cités par l'observation. Et l'article le plus cité dans cette thématique, c'est Lean Manufacturing Context Practice Bundle and Performance, 1400 citations. Il y a aussi le post-Covid. Bon, il y a beaucoup de travaux sur le post-Covid et la période de Covid et la consommation. The Josh Opportunity for a More Resilient Post-Covid Supply Chain. Vous voyez, des thématiques très importantes. Benefits, Obstacles and Future of Six Sigma Approach, l'approche de la qualité Six Sigma. Donc, Lean Six Sigma, Getting Better All the Time. Vous voyez, donc, c'est la qualité et la consommation responsable. Donc, la consommation responsable dès cette première vue, je constate qu'il y a un lien étroit entre la qualité et la consommation responsable. On va analyser cette thématique. Donc, je vais télécharger maintenant ces 300 et quelques documents dans mon ordinateur. Je exporte cette base dans le format plain text. Une fenêtre s'affiche pour faire mes choix et les options à choisir. Normalement, je choisis Full Record and Cited References. Donc, je choisis cette option. Vous voyez Full Records, donc presque toutes les données et même les références citées dans la base. Et vous voyez no more than 500 records at a time. Donc, je ne peux pas télécharger plus que 500. Donc, c'est pour cette raison je dois diviser la base au morceau si elle est supérieure à 500, en plusieurs morceaux de 500, et puis faire la combine. J'essaie de combiner cette base avec un autre logiciel. C'est le Bib Excel. Bon, le temps ne le permet pas, mais peut-être dans d'autres formations avec vous, on va voir ça. Donc, j'ai 361 articles à télécharger dans mon ordinateur pour l'analyse. Voici ma base de données. Donc, parmi les avantages de la bibliométrie, c'est que directement, on a notre base de données pour l'analyse. Je passe pas beaucoup de temps à recueillir ma base de données, à collecter mes informations. Vous voyez, l'information existe, 361 individus avec au moins 30 variables. Donc, c'est une base de données et aux chercheurs de l'exploiter et de l'analyser. Voilà, donc je vais télécharger cette base. Bon, excusez-moi si je passe rapidement parce que le temps, j'ai donc 1 heure et je dois exposer dans ce temps-là tout cet outil. Je vais essayer d'accomplir cette tâche. Voilà, maintenant, j'ai la base dans mon ordinateur sous le format texte. Maintenant, je vais analyser ces 361 documents. Est-ce que c'est bon jusque là? Donc, je veux avoir des feedbacks sur est-ce que je passe trop rapidement? Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Je sais pas, pour moi, le partage n'est plus visible. Je sais pas si pour les autres. Peut-être que c'est ma connexion. Hein. Je sais pas, est-ce que le partage c'est bon pour les autres? Maintenant, non, je partage l'interface de Teams pour voir les réactions. Maintenant, non. Oui, c'est très bien, juste, mais non, on a perdu l'interface, mais non, le partage, c'est tout. Ouais, je pense qu'Amir a raison. Là. On suivait très bien Foued. C'était clair pour le partage. Mais bon, là, bien sûr, il n'y a plus rien parce que je suppose que c'est l'interface. Non, maintenant, il n'y a plus rien. Non, maintenant, attendez. Maintenant, je vais partager l'outil Bibliometrix. À ce stade-là, j'ai téléchargé le 361 papier sélectionné auprès de la base Web of Science et j'ai pu télécharger, donc exporter cette base dans mon ordinateur. Je suis à ce stade-là. Maintenant, je vais partager l'outil, l'interface R bibliométrique. Si c'est bon, est-ce que c'est bon, l'interface est bon à vos écrans? L'interface R Studio.
Oui. Oui, c'est très bien. Oui. OK, voilà. Ça, c'est l'autre facette de la bibliométrie, c'est l'analyse. Un parmi les logiciels qui va me permettre d'analyser cette base de données et avoir des informations, des données, des indicateurs bibliométriques, c'est le logiciel R, l'interface RStudio qui manipule ou bien qui va me permettre d'utiliser le package R d'une manière plus simple et le package bibliométrique à télécharger. Donc, j'ai Tool install package. Il y a Tools, la commande Tool dans l'interface de Studio, install package. Comme les communications dans le téléphone, je peux importer n'importe quelle application. Donc, je peux importer n'importe quel package et il y a le package bibliométrique gratuit que je peux télécharger à partir de l'interface R Studio. Une fois le package est téléchargé, vous voyez, j'ai à droite plusieurs commandes, y compris package. Je clique sur package et je constate que Bibliometrix, le package Bibliometrix est installé déjà. Il est là. Une fois il est installé, je l'active en le cochant. Donc, il est activé. Pour activer donc un package, je coche donc la case de ce package et il est activé maintenant. Et la dernière ligne, il écrit BiblioShiny. C'est la dernière ligne. Je réécris, il y a un petit triangle en bleu et je clique là-bas pour écrire maintenant une petite commande, c'est BiblioShiny. BiblioShiny, donc deux parenthèses, c'est aussi une interface de ce package bibliométrique qui va me permettre d'analyser ces données. Voilà, donc j'ai BiblioShiny, la commande BiblioShiny et deux parenthèses. Et lorsque je fais une interface dans mon navigateur, dans, si vous voulez, Internet Explorer ou bien dans Chrome, dans Firefox, dans Opera, une interface qui s'affiche, elle nécessite la connexion Internet, une bonne connexion. Et voici l'interface BiblioShiny du package Bibliometrix. Est-ce que vous voyez l'interface? Est-ce qu'elle est devant vous? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est clair. OK. Donc, ça, c'est l'interface qui va me permettre de faire l'analyse de ces documents. C'est très simple, c'est une interface très facile à manipuler. Toutes les commandes sont à gauche et à droite, les différentes commandes pour faire les sélections, pour choisir les modèles, combien de documents, combien de mots-clés, la nature des mots-clés. Donc, on a beaucoup de... donc, à droite, il y a beaucoup d'options de choix et à gauche, il y a les commandes qui vont me permettre de donner les différents indicateurs bibliométriques. Donc, load data, c'est logique. Donc, la première étape, c'est importer la base dans cette interface, donc load data. Et à gauche, je commence fenêtre par fenêtre. La première, import profile, puisque c'est une base de Web of Science. Donc, c'est Web of Science. Il y a les autres bases aussi, Scopus, Dimension, Lance. Lance, c'est une interface. Donc, ça, c'est, j'espère que faire une autre rencontre avec vous dans le cadre de votre laboratoire pour vous montrer cet espace, cette interface Lance. L'interface Lance, c'est l'interface, c'est le site des brevets. Dans ce site, il y a aussi des données sur les brevets et on peut faire des analyses bibliométriques. Vous voyez que ce logiciel me permet de faire des analyses bibliométriques aussi sur les brevets parce que aussi les brevets sont des documents qui ont des abstracts, des références, des mots-clés et vous pouvez faire le lien avec les données de Lance entre la recherche et les brevets et l'innovation. Donc, parenthèse, peut-être dans une autre intervention. Mais maintenant, je vais importer ma base puisqu'elle est de Web of Science. Donc, je vais chercher la base téléchargée de Web of Science dans mon ordinateur.
elle est dans le dossier téléchargement. Et voilà, upload complete. Donc, il me donne, si vous voulez, OK pour start, pour commencer l'analyse. Et voilà, il va donner, si vous voulez, la qualité des données qu'on a téléchargées de Web of Science. Vous voyez que les données sont excellentes pour quelques indicateurs, good pour d'autres indicateurs et poor pour le keyword de plus parce qu'on n'a pas ajouté le keyword de plus dans notre recherche. On peut ajouter aussi à côté de other keyword KP, c'est-à-dire des keywords de plus, mais tout est acceptable, good, excellent. Donc, on a une bonne base de données à analyser. Et voilà, vous voyez que les 361 documents sont devant moi avec leur DOI, les auteurs, les références citées, sites de référence, les abstracts, les titres, et je vais analyser ces données-là. Et essentiellement, l'indicateur qui va me permettre de faire cette analyse, c'est le nombre de citations. Donc, le nombre de citations, presque, c'est l'indicateur quantitatif qui va me permettre vraiment de faire cette analyse bibliométrique et de juger, analyser la qualité, l'impact, le nombre de citations, de co-citations, l'existence de clusters, de plusieurs axes de recherche et tout. Mais l'indicateur le plus important, c'est le nombre de citations. Je commence maintenant l'analyse. Tout ce que j'ai dit, il doit figurer dans l'article en bibliométrie, la méthode de recherche, les mots-clés utilisés, le nombre, si vous voulez, de documents téléchargés. Je peux aussi faire un autre screening ou une autre analyse sur la base. Donc, il y a à côté Save As. Il y a Save As, c'est-à-dire je peux exporter cette base sous le format Excel. Je vais l'exporter sous le format Excel. Et voilà, je vais ouvrir la base sous le format Excel. Et je peux aussi faire un autre, si vous voulez, screening, une autre analyse en faire des purifications de la base. Il y a quelques articles qui ne contiennent pas des mots-clés, il y a quelques articles qui ne contiennent pas des références, il y a des lacunes dans quelques articles, il y a quelques articles qui ne contiennent pas des auteurs, et donc je peux faire ce screening, cette purification de la base. Par exemple, je vais voir quels sont les articles qui ne possèdent pas un abstract, donc filtrer, tri personnel. Je vais faire un tri par l'abstract, c'est AB. OK, donc c'est dans Scopus que je fais, dans le Excel que je fais ça. Et en bas, peut-être, je vais trouver quelques documents sans abstract. Non, la majorité des documents sont avec abstract. Donc ça, c'est une bonne base. Je vais voir est-ce qu'il y a des documents qui ne possèdent pas des auteurs. Donc tri. Je vais trier par la variable auteur, c'est AU, author. Voilà, donc je vais voir est-ce qu'il y a des documents sans auteur. Il y a parfois des documents sans auteur. Il y a des documents avec un auteur unknown, inconnu, etc. Donc, tu peux faire cette étape, et cette étape-là s'appelle vérification de la base, et vous pouvez tracer un diagramme de prisme dans lequel vous présentez les différentes étapes utilisées pour arriver à ce dernier choix de 361 papiers, ou peut-être moins s'il y a des documents à rejeter ou à éliminer pour une raison ou pour une autre, s'il y a donc d'abstracts, d'auteurs, de données, d'années de publication. Donc, vous éliminez ces bases et vous mentionnez ça, et ça sera dans un diagramme Prisma à présenter aussi dans le papier. Voilà, je vais laisser cette base sous le format Excel et je vais revenir à l'interface bibliométrique pour faire
l'analyse. Bon, finalement, j'ai opté pour les 361 parce que ce sont des documents de très bonne qualité. J'ai, si vous voulez vérifier ça à travers la base Excel, et donc je veux accepter cette base. Et je vais commencer par l'analyse et le contenu d'un document en bibliométrie. La première information à intégrer dans le document bibliométrie et qui est trop pertinente, c'est Main Information. Main Information, c'est une vue d'ensemble sur cette base, c'est-à-dire des statistiques descriptives sur les 361 documents. Ce sont les documents relatifs à l'ODD, je crois 12, j'ai oublié, et dans la littérature, gestion de ressources humaines dans le domaine de management. Donc, ma littérature s'étale entre 1991 et 2023. La littérature, les documents sont publiés dans 148 articles, 361 documents. Le taux de croissance est important, c'est un bon taux de croissance, 12% par année. Donc, c'est une littérature vraiment où la production est de plus en plus croissante. Vous voyez, les thèmes de l'ODD sont en général donc sollicités par les chercheurs. L'âge moyen d'un document cette année, un indicateur très important, c'est average citation per document, 28 citations par document. Cet indicateur vous permet de choisir, de juger à l'avance est-ce que vous travaillez dans une thématique où on cite beaucoup les auteurs de cette thématique, ou bien c'est une thématique où le nombre de citations est faible. 28 citations par document, c'est pas mal. C'est un chiffre important. Donc, j'incite les chercheurs à travailler dans cette thématique puisque aussi le nombre de citations est élevé. Donc, vous aurez la chance d'être cité ou la probabilité d'être cité est supérieure à celle d'autres thématiques. Donc, et on cherche à être cité. Les références, on a 16 000 références. On va travailler sur 1040 mots-clés. Les auteurs 909 ont publié ou ont, si vous voulez, collaboré pour publier ces articles. 46 articles en single author, donc uniquement 46 documents élaborés par un seul auteur, c'est peu. Et aussi, la collaboration internationale, elle est de 23%, c'est un chiffre important, c'est un chiffre trop important. Donc, je conseille les chercheurs de solliciter des collaborations internationales, de solliciter des chercheurs internationaux et ils auront la chance d'être sollicités et ils auront un taux d'acceptation élevé lorsqu'ils sollicitent des chercheurs internationaux dans cette thématique, puisque un quart ou bien un papier sur 4 est, si vous voulez, élaboré en collaboration internationale. Voilà, donc ce sont des chiffres très importants. Par exemple, le chiffre average citation par document, 28, c'est un chiffre très important. Il incite à travailler sur cette thématique. Il incite les décideurs dans votre rectorat de lancer des travaux de recherche dans cette thématique aussi, parce que le nombre de citations intervient dans le ranking. Donc, dorénavant, donc, les universités essaie donc d'inciter ou d'encourager les travaux dans des thématiques où le nombre de citations est élevé. Si vous sollicitez si vous voulez un fonds pour une collaboration internationale ou une bourse pour une collaboration internationale, vous aurez la chance d'accorder, qu'on vous accorde donc ce fonds, puisque la collaboration internationale elle est sollicitée dans ce domaine et le nombre de citations est élevé et le taux de croissance de la production est élevé. Donc, je recommande les chercheurs, les nouveaux chercheurs à creuser et à travailler dans cette thématique. Tous les indicateurs sont prometteurs. Voilà, donc vous intégrez ce tableau dans votre article bibliométrie et il y a la commande Excel qui va vous permettre d'exporter ce tableau format Excel. Et voilà le tableau format Excel.
et vous pouvez le copier et le coller dans votre papier bibliométrie et l'interpréter. Donc voilà, le tableau, il est téléchargeable, exportable en format Excel pour être intégré dans le document Word de votre, voilà. C'est le tableau en format Excel, donc je peux le copier et coller dans mon papier bibliométrie et l'interpréter et ça sera statistique descriptive ou bien vue générale sur la thématique que je suis en train d'analyser. Voilà donc un autre graphique qui est très important, l'évolution temporelle de cette thématique. Oh, vous voyez qu'il y a des hauts et des bas. Il y a l'année 2008 qui a connu un passage de 6 articles par an à 16 articles. Il y a l'année 2014 où il y a un pic et le passage à 18 articles. Il y a un pic en 2019. On va voir les causes de ce pic en 2019. Il y a quelque chose, je ne sais pas laquelle, peut-être le sommet, la corona ou je ne sais pas quoi. Donc non, la corona c'est de 2020. Il y a une chute. Et par la suite, une montée importante, si vous voulez, bien nette, de la publication de 15 articles en 2020 à 42 articles en 2022 et 49 articles. Vous voyez que c'est une thématique trop récente et maintenant on travaille beaucoup. Je ne sais pas, on va voir pourquoi, quelle est la raison de cette montée galopante, mais un passage de 15 articles à 42 et 49 articles par an en 2-3 ans, c'est une problématique prometteuse. Creuser et commencer à travailler dans cette thématique. Il y a des indicateurs qui incitent à travailler dans cette thématique. Le three field plot, c'est un graphique qui va nous permettre d'avoir une idée sur vraiment les 3 éléments de la littérature, qui sont les auteurs qui ont, si vous voulez, travaillé dans cette littérature, les références qui ont été utilisées pour meubler des articles dans cette littérature et les mots-clés ou bien les topics analysés dans cette littérature. Je vais choisir 20-20-20 et je vais lancer ce graphique intéressant, le graphique à 3, si vous voulez, éléments. Il y a les références, et voici les références les plus citées, si vous voulez. N'importe quel étudiant, n'importe quel doctorant qui va travailler dans cette thématique, il doit consulter ces références parce que c'est la source. Il doit consulter ses auteurs puisque ce sont les plus productifs dans cette littérature et vous voyez qu'on peut vous diriger vers, par exemple, l'auteur Anthony, c'est le plus productif. Il a travaillé sur les 6 Sigma, sur Lean, sur le Human Management Resource, Organizational Culture, Performance Management. Donc, vous voyez que c'est un graphique qui va vous permettre de résumer la littérature et pour quelqu'un qui veut, un doctorant qui veut commencer d'une manière convenable et trop pertinente la littérature dans cette thématique, voici un graphique qui va lui permettre, qui va le guider et c'est le plan, c'est un plan global de les éléments clés de cette littérature, les références les plus importantes à consulter. Donc, vous avez 20 références à consulter qui sont les plus pertinentes pour cette littérature. Les auteurs, vous avez 20 auteurs à consulter, à voir leur œuvre. Et voici donc les 20 ou un peu moins les thématiques les plus analysées dans cette littérature. C'est l'Operation Management, Continuous Improvement. Il y a l'économie circulaire aussi, donc c'est bien. Il y a l'industrie 4.0, donc les doctorants qui veulent travailler sur l'industrie 4.0, voici comment arriver à ce topic, sous-topic, subject. Donc vous voyez comment on peut partir
de cette littérature, de ces documents, de ces auteurs et arriver à l'industrie 4.0, Lean Six Sigma. Je connais Six Sigma, mais Lean pas encore, donc c'est l'occasion de voir ça. Lean Management, Industrie 4. Donc ça, c'est les grands thèmes, les grands axes de cette littérature. Oh, je vais passer rapidement aux indicateurs les plus importants. Ça, c'est un tableau à mettre aussi dans votre document ou article de bibliométrie. C'est les 10 revues les plus impactants en termes de H-index dans cette littérature. C'est des chiffres nouveaux. C'est les revues n'ont aucune idée sur ces chiffres-là, mais nous, on a exposé ou donné à ces revues leur H-index dans cette sous-thématique. Par exemple, l'International Journal of Productivity and Performance Management, C14, dans cette thématique, elle a publié 28 articles. 14 articles au moins sont cités au moins 14 fois, donc H-index 14. La deuxième revue, Journal of Manufacturing Technology, c'est 15 articles, 11 citations. La revue la plus récente qui publie dans cette littérature, c'est International Journal of Human Resource Management 2014. La plus ancienne, c'est International Journal of Operations and Production Management en 1984. Donc, aussi pour solliciter la soumission ou pour le choix de soumission d'un papier dans cette thématique, voici les revues dans lesquelles vous pouvez donc chercher à ou soumettre votre article en bibliométrie. Aussi un doctorant qui travaille sur la thématique, voici les, si vous voulez, les comment on appelle ça, donc les vendeurs de grandes marques, les boutiques de grandes marques de cette littérature. Ça, c'est un tableau aussi intégré dans le papier, puisqu'il présente des données inexistantes. C'est votre œuvre, c'est l'impact de ces revues dans cette thématique. Il y a aussi, pour les auteurs, je peux calculer, bon, il y a un petit chiffre de bibliométrie concernant les revues avant de passer aux auteurs. Pour les revues, voici un indice ou indicateur trop important, c'est la loi de Bradford. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 revues qui accaparent presque, ces 8 revues accaparent 121 publications. 121, c'est presque le 1/3. Donc, vous voyez, 30% de la publication est accaparée par uniquement 20 non, c'est pas 20, c'est 8 revues. 8, c'est je sais pas, on a 148, donc 8 sur 148. Vous voyez que 30% de la publication dans cette thématique est accaparée par 0, je sais pas combien, 1%, presque un peu moins, revues. Ça, c'est la loi de Bradford. Donc, le noyau central de cette thématique, c'est 8 revues. Ça, c'est une loi comme la loi de Zipf, une loi de Bradford. Ce sont des lois dans la recherche. Vous voyez que dans la recherche aussi, il y a de l'inégalité. Il y a des lois spécifiques. Par exemple, pour cette littérature, 8 revues accaparent plus que 30% de la publication dans cette thématique. On va voir est-ce que c'est la même chose pour les auteurs ou non. Il y a la loi de Lotka. La loi de Lotka aussi montre que c'est une loi aussi intéressante, loi bibliométrique. Elle montre que 92% des documents sont l'œuvre d'un auteur pour la première fois et la dernière fois. Donc, on a 840 auteurs qui ont publié une seule fois dans cette thématique sans refaire une autre publication. Presque 5,8%, ils ont publié 2 fois et à partir de 1% et même moins des auteurs ont publié une 3e, une 4e, une 5e fois. Un seul auteur a publié 13 articles dans cette thématique et bien sûr, un doctorant qui travaille sur cette thématique, il doit consulter cet auteur et voir ces 13 articles parce que c'est l'auteur le plus productif et le maître, si vous voulez, de cette thématique, puisque
il a eu, si vous voulez, la possibilité de publier 13 articles dans cette thématique. 2 auteurs ont publié uniquement 6 articles, 3 auteurs ont publié 4 articles, mais 92% ont publié un seul article. Peut-être d'autres, ils sont en train de publier le deuxième, mais ça montre que cette littérature est accessible aux nouveaux chercheurs. Vous aussi, vous pouvez donc contribuer à cette littérature par votre premier article, puisqu'on n'a pas encore des ténors, on n'a pas encore des grands leaders de cette littérature ou bien de cette thématique. Quels sont ces auteurs les plus impactants? Ces auteurs les plus impactants sont, voilà, donc c'est Anthony, c'est Kazan Koglu, donc ce sont les auteurs les plus impactants avec 7 H-index. L'auteur Anthony n'a aucune idée sur ce chiffre-là, il ne connaît pas que c'est lui, c'est le plus impactant dans cette littérature, avec 13 publications et au moins 7 citations pour cet article. Ce sont des tableaux et des données à mettre dans un tableau, dans un article de bibliométrie à interpréter. Hein. C'est vraiment tout ce qui tourne, tout ce qui est élément de cette littérature, élément bibliométrique. Je passe rapidement, il y a d'autres choses trop intéressantes, mais je vais passer à quelque chose de trop important dans cette période de temps trop serrée. C'est l'analyse conceptuelle. Il y a d'autres, hein, plusieurs autres indicateurs à mettre, mais vous avez donc dans cette barre à gauche toutes les commandes qui vont vous permettre d'avoir des résultats interprétables et trop intéressants. Je vais passer à je vais revenir à la courbe de l'évolution de la production. Vous allez voir pourquoi. Bon, il y a 2008, il y a 2019. Donc, je vais diviser ou scinder la période en trois périodes. Donc, 2008, 2014 et 2019. Voilà. Donc 2008, 2014, 2019. Je vais passer à la structure conceptuelle et thématique evolution. Je vais choisir, à droite, il y a une commande, une icône pour les sélectionner donc les choix. Je vais choisir les mots-clés des auteurs et je vais diviser la période en 4. Donc la période 2008. Par la suite, 2014, je pense que 3, hein? Non, 3. Donc, 2008, 2014 et 2018, je pense, ou 19. Voilà, c'est les auteurs, donc, non, je n'ai pas maintenant des synonymes à télécharger et tout, donc je n'ai pas le temps de faire ça. Et je vais analyser cette littérature. Donc, je vais diviser l'évolution de cette température en 4 périodes différentes, celle avant 2008, entre 2008 et 2014, entre 2014 et 2019 et à partir de 2019. Et voilà, la première période, c'est entre 1991 et 2008, il y a eu l'apparition de la thématique Six Sigma, Performance Management et Human Resource Management. En 2019-2014, la thématique Performance Management est devenue plus importante. Il y a la performance, la qualité, Automotive Industry and Lean Manufacturing, l'apparition de ces thématiques. Ces thématiques ont presque, à part Performance Management, les autres ont disparu pour créer d'autres thématiques telles que l'économie circulaire qui est issue de thématiques performance, Big Data, donc l'intelligence artificielle commence dans Big Data, Case Study, donc c'est l'étude de cas, Lean, Human Resource Management, Reverse Logistic Performance Management, elle est devenue plus faible, et l'économie circulaire. Voilà, je pense que l'économie circulaire a causé donc l'augmentation de la publication dans cette thématique
Et il y a Supply Chain aussi Management, Employee Management. Il y a deux thèmes. Et un troisième thème qui est devenu aussi très important, c'est Human Resource Management, Circular Economy. Donc, l'apparition de l'économie circulaire, et c'est une thématique qui travaille ou qui traite ce nouveau axe qui est l'économie circulaire. On va voir ça période par période. Donc, voici la première période. Ça, c'est le graphique de la première période. Donc, ça, c'est presque un graphique qui contient les éléments. Ici, en bas, le cadran à droite, en bas, c'est les éléments de base de la première période. Voici les thèmes qui ont lancé cette période, cette thématique dans la première période. Il y a les thèmes Six Sigma, Organizational Culture, Quality, Performance Management, Continuous Improvement, Lean Production. Ça, c'est les thèmes de base de la thématique lors de son apparition. Les thèmes moteurs, c'est-à-dire les thèmes les plus importants et les plus développés dans la thématique, c'est Job Design, Simulation, Staffing. Les thèmes qui ont commencé à devenir des thèmes moteurs, c'est-à-dire des thèmes trop importants et des thèmes développés, c'est Human Resource Management, Just in Time, Organizational Change. Donc, vous pouvez, dans un article, analyser l'évolution temporelle de cette thématique et, si vous voulez, interpréter cette évolution. Avant 2008, voici les thèmes. Donc, il y a Cellular Manufacturing Implementation, Scheduling. Ça, c'est un research gap à la période, c'est un niche. On va voir si ces thèmes sont développés dans la thématique ou ont disparu. Il y a le Kaizen, je ne sais pas c'est quoi. La deuxième période, donc l'évolution, il y a, vous voyez que Human Resource Management, etc., Performance Management, Lean Production Culture, donc elle est devenue, Organizational Culture reste aussi une thématique de base, Lean Manufacturing India, donc les Indiens ont commencé à travailler sur cette thématique, Toyota Production System, donc vous voyez que c'est une thématique appliquée dans le cadre industriel. Vous voyez le lien entre l'industrie et la recherche. Vous voyez donc un outil, vous avez des axes de recherche applicables dans l'industrie. Donc le lien industrie, laboratoire de recherche. Voici quelques thématiques ou un exemple de thématiques qui peuvent être intégrées dans ce lien laboratoire industrie. Toyota Production System travaille ou utilise ces thématiques, Quality Management, Commitment, Alignment, Measurement. Voici donc les thèmes de la période 2008-2014. Les thèmes 2014-2019, Human Resource Management. Vous voyez que l'économie circulaire n'a pas encore apparu. Il y a les Reverse Logistics, Sustainability, Lean Organization. Voici donc les différentes thématiques. Et la dernière, c'est voici Industrie 4.0, Digital Transformation, etc. Voici donc ça, c'est la carte de la thématique entre 2019-2023. Vous voyez les thèmes analysés dans cette thématique, c'est les supply chain, c'est le public administration, professional services. Ça, ce sont des thèmes à développer puisque ce sont des research gaps. Des thèmes trop développés, c'est employee engagement, team culture. Je vais vous montrer une petite chose avant la clôture de cette intervention qui était trop importante. Je vais télécharger les documents de cette thématique, de la période 2019-2022. Donc, je vais télécharger les documents de cette période avec leur cluster. Donc, voici, je vais télécharger les documents en format Excel de la période 2019-2022 avec leur thématique, c'est-à-dire maintenant, les documents sont classés par cluster, par sous-thématique. Je vais vous montrer une petite chose, mais je peux faire ça aussi avec d'autres données. Voici donc les documents de la période 2019-2023. Ils sont téléchargés sous format Excel, mais avec leur cluster.
ce qu'on appelle l'Assigned Cluster. Voilà, donc les documents. Par exemple, l'économie circulaire, voici les documents associés aux économies circulaires. Ça, ce sont des valeurs, probabilité donc que ces documents appartiennent à cette thématique. Je vais classer ces documents. Il y a l'économie circulaire, il y a en face les documents. Qu'est-ce que je vais faire? Juste cette démonstration et puis je vais m'arrêter. Vous voyez qu'il y a beaucoup. Donc, je vais trier par la thématique économie circulaire. Voilà, donc j'ai les documents qui ne possèdent pas la valeur 0. Ça, c'est une probabilité d'appartenir à cette thématique. Voilà les documents. Je vais choisir ces quelques documents qui possèdent une forte probabilité d'appartenir à cette thématique. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai le titre uniquement dans ce dossier, mais je peux joindre ces documents à la base principale pour avoir aussi l'abstract et tout. Mais un petit exercice, donc j'ai l'auteur de ces documents et le titre. Voilà, donc j'ai l'auteur et le titre de ces quelques documents. Je vais les sélectionner. Je peux ajouter l'abstract, mais ça sera avec le SPSS, puisqu'il va me permettre de combiner ces deux bases. Donc, qu'est-ce que j'ai sélectionné? J'ai sélectionné les auteurs et les titres des documents relatifs à la littérature, donc auteur, et maintenant uniquement le titre, mais je peux ajouter aussi l'abstract. Voilà, donc j'ai 10 documents avec l'auteur et le titre. Je vais passer à ChatGPT, j'espère qu'il va obéir à mes instructions. Donc j'ai intégré ce tableau, donc je vais écrire this table contain papers on circular economy author. In first and title in second. Make a second table containing. Donc il va faire ça à partir des titres, mais non, je peux ajouter aussi l'abstract. Je peux faire merger les deux bases avec le SPSS et donc j'aurai aussi les abstracts et même les références. Donc je lui demande de faire un autre tableau containing author name, virgule. Donc à partir de titre, il va essayer de topic analyzed, the topic analyzed, its pertinence to human resource management. Espérons qu'il va faire ça. Allez, à vous d'agir. Et voilà, il me donne un tableau, juste uniquement à partir des titres. Hein. Si j'intègre les abstracts, il peut me donner beaucoup d'autres choses. Et vous voyez, maintenant, il me donne le premier auteur, c'est Berbourglo. Il parle de Circularity Assessment of Logistic Activity. Donc ça, c'est la thématique. Il me dit que may include the hash aspect related to green logistics. Donc, si j'ai l'abstract, il peut me développer ça d'une manière plus pertinente. Juste du titre, il a tiré ça. Ça, c'est un plan. Hein. Ça, c'est un plan pour mieux analyser les papiers et par la suite, vous pouvez accéder au papier, papier par papier et enrichir ce tableau. Ça, c'est un tableau, juste un petit plan pour travail et les doctorants, les travailleurs, les chercheurs ont maintenant la possibilité ou le choix d'accéder à ces documents d'une manière intégrale et enrichir ce tableau, améliorer ce tableau, ajouter l'outil, ajouter pas mal de choses
Juste, il m'a construit le plan de travail. Par exemple, le second papier Smart HRM 4.0, il est directly related to HRM, Smart HRM, Performance Evaluation of Reserve Logistic, Involves Logistic and May Touch. Ça, c'est uniquement des titres. Imaginez lorsque vous ajoutez d'autres paragraphes du texte intégral et tout. Voici un petit plan pour un chercheur ou pour le doctorant à meubler à partir d'une lecture intégrale des papiers. Et voici mon intervention lors de cette matinée. J'espère que ça a été bénéfique. Je sais que j'ai été un peu rapide, mais le temps l'oblige. Merci. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, voilà, merci. Merci beaucoup, Sifouet, pour cette présentation très riche, très intéressante, qui nécessiterait, à mon avis, une autre intervention, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est très, très intéressant, surtout pour nos jeunes doctorants et masterants. Bon, juste pour respecter un peu le timing, je vais ouvrir un peu le débat, mais juste ça sera pour 5 minutes. Si vous avez des questions, si vous voulez interagir à la présentation de Monsieur Fouet, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question ou bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer à la présentation d'Amir. D'accord. Moi, je n'ai pas une question, mais juste, je voulais remercier Sifouet pour cette présentation que je trouve très intéressante. Là, c'est pas uniquement, ça nécessite une deuxième intervention, pas uniquement pour les doctorants, mais pour nous aussi, parce que là, je trouve que c'est très intéressant à creuser encore. Hein. Merci Kérim. Permettez-moi tout d'abord de partager mon écran. Avant de commencer, est-ce que c'est visible là, la présentation, avant de passer au logiciel? Oui. D'accord. D'abord, bonjour à tous. Mon intervention porte sur la gestion des références bibliographiques avec Zotero. Ben, en préparant un mémoire de master, une thèse de doctorat ou bien des articles, nous sommes amenés à lire, à organiser et à enregistrer un nombre très important d'articles et de documents provenant de différentes bases de données. Je vous renvoie tout simplement à la présentation, à la première présentation sur la revue systématique. Comment organiser tout ça sans avoir le sentiment d'être envahi par les documents, hein? La solution, c'est d'utiliser Zotero, qui est un gestionnaire de bibliothèque qui permet de collecter, gérer et générer une bibliographie. Hein. Pourquoi Zotero? Parce que tout simplement, c'est un logiciel complet, libre et complètement gratuit. Et puis, vous allez voir que c'est très facile à manipuler aussi. Dans cette intervention, je vais tout d'abord vous montrer comment installer Zotero, les premières manipulations, puis comment importer et enregistrer les références, et enfin, comment générer la bibliographie de façon automatique une fois la rédaction est terminée. Je vais passer donc à l'installation. Donc, pour installer Zotero, il faut aller sur le site Zotero. Voilà, zotero.org. Donc, cliquez sur le premier site web et vous allez trouver
Là, il y a Zotero. Ben, ça marche avec, je pense, tous les systèmes d'exploitation. Ben, il faut tout simplement cliquer sur télécharger. Puis, il faut aussi installer Zotero Connector, le connecteur. Ben, ici, vous trouvez Google Chrome plus Z Zotero parce que tout simplement, moi, j'utilise ce navigateur, mais aussi, je pense que ça marche avec tous les navigateurs. Ben, une fois installé, qu'est-ce que vous allez trouver? Je vais revenir sur mon ordinateur, là. Je vais fermer cette présentation. Là, comme vous voyez, il y a cette icône Z. Là, c'est le logiciel qui est installé sur mon ordinateur. Et puis, en me connectant, regardez ici, je vais ouvrir... je peux faire là, voilà. Ici en haut, vous trouvez un fichier, cette icône, voilà, qui prend la forme Z, c'est Save to Zotero. En fait, c'est le connecteur que je vais utiliser par la suite. Maintenant, je vais, pour accéder à ce logiciel, bon, il suffit de double-cliquer sur l'icône et comme vous pouvez le constater, l'interface se compose de 3 colonnes. Ben, j'y reviendrai. Ben, dans un premier temps, bon, il y a quelques manipulations à faire. Cliquez sur Édition, puis Préférences et alors Général. Et tout ça, moi, j'ai toutes les cases sont cochées. Il faut cocher tout simplement toutes les cases. Puis, cliquez sur Citer et cocher ici la case, inclure les adresses URL des articles de journaux dans les références. Bon, après, c'est cliquer sur OK. Hein. Donc, maintenant, après avoir fait cocher toutes ces cases-là, comme vous voyez, il y a l'interface se compose de 3 colonnes. Voilà. Ici, la première, la colonne de gauche, affiche les collections. Qui constitue en fait la bibliothèque. Ben, moi, j'ai laissé exprès le logiciel vierge pour vous montrer justement comment construire notre bibliographie. Là, vous allez cliquer ou bien comment créer les collections. Il y a cette icône sous forme d'un dossier jaune qui est nouvelle collection. Il suffit de cliquer et là, une fenêtre s'affiche. Cliquez, il faut écrire le titre de la collection. Par exemple, je vais écrire mémoire de master. OK. Là, un fichier ou bien une collection, une nouvelle collection aussi, enfin, j'utilise la terminologie de ce logiciel, s'affiche. Je vais ajouter d'autres collections. Ici, par exemple, j'écris test, article... Le 1, si vous travaillez sur plusieurs articles en parallèle, je peux ajouter aussi d'autres articles, l'article 2, ou bien par titre, ou bien, bon, choisissez la terminologie, enfin, le nom qui vous arrange. Voilà. Là, ces 4 collections, forment ma bibliothèque. Maintenant, alors, par rapport à la colonne centrale ici. Dans cette colonne centrale, il doit y avoir toutes les références bibliographiques. Maintenant, la question qui se pose, comment peut-on enregistrer ou bien importer les références bibliographiques ici? Bon, ça pourrait se faire automatiquement ou bien manuellement. Ben, je vais commencer par manuellement. Comment ça pourrait se faire? Regardez ici, je vais réduire la taille de cette fenêtre et je vais aller sur un dossier, bon, sur mon ordinateur, là où je vais réduire aussi cette taille-là, la taille de ce fichier, ce dossier plutôt. Là, j'ai plusieurs articles, vous voyez, plusieurs articles qui sont enregistrés sur mon ordinateur. Maintenant, comment les importer? Il faut ou bien les faire venir en fait sur Zotero, ou bien les enregistrer dans Zotero. Ben, je clique ici, bon, c'est cliquer sur l'article 2, je vais enregistrer tous ces articles dans la collection article 2. Donc, il suffit de cliquer sur l'article et faire, glisser-le, et comme ça, il va être pris en compte par Zotero. Regardez, là, c'est le premier article. Ici, le deuxième.
Voilà, il faut attendre un tout petit peu jusqu'à que le logiciel enregistre toutes les informations relatives à chaque article, etc. Donc, voilà, bon, comme ça, j'ai importé les articles qui se trouvent, qui sont enregistrés sur l'ordinateur. Maintenant, de façon automatique, je vais me connecter, pour vous montrer, pour vous expliquer ça, en fait, je vais me connecter, par exemple, ici, je vais écrire Google Scholar. Bah ici, puisque comme je fais des alertes, Google Scholar déjà me propose quelques articles. Les articles recommandés, je vais cliquer tout simplement sur un article. Là, vous trouvez là, c'est l'article. Je n'ai pas accès à la version intégrale, hein. Là, il y a le titre, les auteurs, l'abstract, mais je n'ai pas la version intégrale. Donc, je trouve que, par exemple, cet article est intéressant pour ma recherche. Je vais tout simplement aller regardez ici, sur Save to Zotero, c'est-à-dire le connecteur, et je vais cliquer sur cette icône. Enregistrer dans, je vais ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais cliquer sur plus. Là, s'affiche toutes mes collections. Où est-ce que vous souhaitez enregistrer cet article-là? Bon, je vais mettre article 2, terminé. Donc, je vais revenir à Zotero. Voilà, c'est l'article que je viens d'enregistrer avec toutes les informations. Donc, il a pris en compte cet article. Je vais répéter l'exercice maintenant. Alors, comment je peux réduire ça? Je ne sais pas comment je peux masquer cette... Voilà, c'est tout seul. Je vais répéter donc l'exercice. Je vais me connecter, par exemple, à Sciences Directes. Sciences Directes, là, je vais faire tout simplement une recherche, par exemple, par mots-clés. Je vais choisir Organizational Change. Je vais faire une recherche et là, regardez, là, sur Sciences Directes, je trouve beaucoup, des articles sur cette thématique. Là, j'ai des articles qui sont en open access. Donc, je vais cliquer sur un article et comme ça, je peux accéder à la version intégrale de l'article. Maintenant, je veux enregistrer cet article dans Zotero. Donc, je ne vais pas l'enregistrer sur mon ordinateur et puis le faire glisser dans le logiciel, mais tout simplement, regardez ici, l'icône ou bien le connecteur prend la forme d'un PDF puisque j'ai la version intégrale. Donc, il suffit de cliquer sur cette icône et là, c'est enregistré dans la collection article 2, OK? Donc, voilà, je vais... voici, bon, l'article, il est là, il est enregistré. Ce que j'ai fait jusqu'à présent est que j'ai enregistré article par article. Donc, Zotero me donne aussi la possibilité de faire migrer plusieurs articles en un seul clic. Bon, comment ça? Regardez, ici c'est la page, je suis toujours sur Sciences Directes, il y a beaucoup d'articles qui sont proposés. Le connecteur ici prend la forme d'un fichier et là, en cliquant sur cette icône, vous allez trouver tous les titres des articles qui se trouvent sur cette page web. Il faut lisez les articles. Voilà, par exemple, l'article 1 m'intéresse, l'article 2 non, 3 oui, 4 oui, 5 oui, 6 et 7 non, le 8e c'est OK, aussi deux autres articles. Tout simplement, tous ces articles, ou bien quelques articles sur cette page m'intéressent, je vais les prendre, ou bien les enregistrer
dont article 2, ma collection article 2. Et là, ils sont enregistrés. Donc, maintenant, je reviens à mon logiciel. Regardez ici la bibliothèque. Il y a tout ma collection, c'est-à-dire toutes les références bibliographiques que je vais mobiliser. Et je passe maintenant à la troisième colonne. Là, dans cette troisième colonne, il y a plusieurs onglets. En cliquant sur l'onglet Info, vous allez trouver toutes les informations relatives à chaque article. Donc, je prends par exemple là déjà cet article. Regardez, c'est un article de revue. Il y a le titre, il y a les auteurs. Après, la revue, le volume, numéro, les pages, etc. Donc, il y a toutes les informations relatives à chaque article. Bon. Il reste en fait un cas particulier si par exemple vous avez lu un article que vous allez le mobiliser, mais sur version papier, et il n'y a nulle part sur Internet, ou bien il n'y a pas sur un support électronique. Là, comment vous devez l'insérer en fait manuellement sur le logiciel. Donc, en cliquant sur cette icône-là, en vert, vous trouvez ici article, cliquez sur article de journal s'il s'agit d'un article, ou bien, par exemple, regardez ici, je vais cliquer sur un chapitre, là, un chapitre d'ouvrage, un document s'ouvre et je dois le remplir manuellement. Je prends par exemple comme titre, j'écris chat GPT et plagiat. Et puis, je vais ajouter aussi manuellement les auteurs. Je vais écrire Mezran et Kerim, c'est prêt. Voilà, il faut ajouter aussi, je ne sais pas si IGI Global ou quelque. Les pages, la date de publication, etc. Page de 1 à 17 en 2023. Voilà, donc il faut ajouter les informations manuellement. Hein. Après, ici, il y a d'autres onglets qui figurent sur cette colonne la troisième colonne. La deuxième, c'est notes. Là, moi, personnellement, je l'utilise beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, vous avez lu un article, là, je prends le premier, et vous trouvez, et vous voulez ajouter une note par rapport ou bien relative à cet article, cliquez sur ajouter, je vais écrire par exemple, ici les auteurs ont trouvé une relation négative entre l'engagement affectif et l'intention de quitter. Voilà. Là, à mobiliser dans la discussion. Donc, s'il y a, regardez ici, là, c'est une note que je garde pour moi. Hein. Quand j'écris une note relative à un article, une icône jaune ou bien une fiche qui s'ajoute ici, dans la colonne du milieu, que vous puissiez observer les articles pour lesquels vous avez écrit ou bien laissé des notes. Donc, si par exemple,
j'ai ajouté une note et il y a d'autres auteurs ou bien d'autres articles qui ont trouvé ce même résultat et que vous souhaitez bien évidemment de les mobiliser dans votre partie discussion. Là, venez ici et cliquez sur Connex et comme ça, l'interface Zotero, bien vos références s'affichent. Je vais choisir un par exemple. Là, cet auteur, il a trouvé ce même résultat. Si vous voulez ajouter d'autres, voilà, ajouter, voilà, d'autres. Si je clique une autre fois, vous allez trouver 2 articles, par exemple, qui ont trouvé ce même résultat. Ça va vous faciliter la rédaction par la suite. Il y a aussi markers. Markers, là, dans marqueur, ici, vous allez vous trouver, je vais revenir ici, l'onglet marqueur. Vous pouvez ajouter marqueur, qu'est-ce que ça veut dire? Des mots-clés, par exemple. Je sais pas, en fait, tout à l'heure, j'ai enregistré un article là, je l'ai téléchargé depuis Emerald, là où il n'y a pas la version intégrale. Regardez les articles ici, là où j'ai une version intégrale, il y a devant ici trombone l'icône PDF, c'est-à-dire j'ai la version intégrale. Ici, ce sont des articles là où je n'ai pas la version intégrale. Donc, je peux écrire par rapport à ces articles qui sont intéressants et pour lesquels je n'ai pas une version intégrale, juste je les ai ajoutés parce qu'ils sont intéressants pour ma recherche. Je peux ajouter un marqueur là et j'écris à lire vers la version intégrale. Et je laisse ça et ça va être que ce sont des marqueurs pour me rappeler plus tard que ce soit de lire des documents ou bien de rassembler les articles qui par mots-clés ici il y a change management, etc. Donc là voilà là par rapport à la manipulation de ce logiciel, passons maintenant à la dernière partie, à savoir la rédaction. Comment je peux rédiger avec Zotero. Donc, je vais ouvrir un fichier Word. Là, c'est un fichier que j'ai préparé. Comme vous voyez là, il n'y a aucune référence bibliographique. Bon, d'abord, en ouvrant un fichier Word, il y a l'onglet Zotero ici, qui s'ajoute automatiquement quand vous téléchargez le logiciel déjà. Donc, en rédigeant un document, c'est déjà prêt. Donc, je vais ajouter ou bien insérer des références bibliographiques en utilisant Zotero. Donc, tout simplement, il faut cliquer sur Zotero, Add Citation, c'est pour ajouter des auteurs. Bon, la première fois, quand vous commencez l'utilisation, une fenêtre comme ça s'affiche. Là où vous devez choisir un des styles d'écriture. Hein. Mais non, il y a un cas particulier par rapport aux articles. Quand vous rédigez un article, choisissez le style exigé par la revue. Si mes souvenirs sont en bonne santé, par exemple, la revue Management International exige Vancouver. La revue Sciences de gestion, par exemple, bien la majorité des revues exigent l'APA, 7e édition. Bon, il faut cliquer, bien, il faut choisir un de ces styles. Pour les masterants, les doctorants, bon, choisissez ce que vous voulez. Personnellement, je vais choisir par exemple ici Harvard. Donc, je clique sur OK. Après, cette barre s'affiche. Bon, cliquez sur Vue classique et comme ça, le logiciel apparaît et vous allez tout simplement choisir par exemple ici un auteur. Et cliquez sur OK. Regardez, là, la référence s'est ajoutée de façon automatique. Là, quand il s'agit d'un seul auteur, par exemple, ici, je veux ajouter plusieurs auteurs, plusieurs références. Et là, je vais cliquer sur excusez-moi, là, il faut, si je vais citer plusieurs références, je clique tout d'abord sur sources multiples.
Et je vais tout simplement choisir un par un. Regardez, je fais cet article. Ben, bon, ça se répète 2 fois, donc je peux retirer un article. Et puis, je vais choisir d'autres articles et chaque fois, je clique sur cette flèche pour l'insérer. Voilà. Et je clique sur OK. Regardez ici, bon, ça s'écrit de façon automatique. Il y a toutes les références que j'ai mobilisées. Je vais répéter bon, cet exercice. Voilà, je l'ai vu classique, plusieurs références. Par exemple, je fais ça, Excusez-moi, je je sais pas, clique. Oui, la présentation bloquée, madame. ah, depuis longtemps ou bien juste maintenant? Anna, ça Non, marche chez moi, hein. Ça fonctionne chez et moi. pour moi aussi, ça marchait. Ah, Pour d'accord. vous, Ah, Ça ben, marche, peut-être la connexion. Merci. peut-être c'est la C'est peut-être la connexion. connexion. ben Ah, regardez, merci. si ça marche pour quelques-uns, c'est que c'est votre connexion. Donc, est-ce que je Entendu. peux continuer? Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Oui, Ok. oui. D'accord. Donc, comme vous voyez ici, j'ai inséré plusieurs auteurs. Ben, je vais passer maintenant bon, à la tâche la plus difficile si vous n'utilisez pas un logiciel de gestion bibliographique, c'est le fait d'écrire la bibliographie à la fin de document. Une fois vous terminez la rédaction, bon, c'est fou, je ne sais pas. Alors, bibliographie. Et tout simplement, là, vous allez la voir de façon automatique en cliquant sur Add bibliographie. Là, voilà. Et là, vous avez toutes les références générées en une fraction de seconde de toutes les références que vous avez mobilisées dans votre document, hein, quel que soit le document, même une thèse de je ne sais pas combien de pages, la bibliographie, c'est énorme pour une thèse ou bien un mémoire aussi. Après, ben, vous pouvez sélectionner et choisissez ben, le style qui vous convient. Par exemple, ici, j'ai mis la taille 12, interligne 1,5, ajuster, bon, enfin, justifier plutôt, ben, ici en gras. Et voilà. Ben, c'est beaucoup plus light que la première présentation, hein. Merci, Amira. Vous avez terminé? Oui, c'est en fait, c'est ben, Merci. comment utiliser. En fait, j'ai commencé depuis l'installation du logiciel jusqu'à la génération d'une bibliographie à la fin de la rédaction, hein. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Amira, pour cette présentation très riche, très intéressante aussi. Comme vous l'avez déjà dit, non pas seulement pour les étudiants et doctorants, mais aussi pour tous les chercheurs. Voilà. Euh, si quelqu'un voudrait rebondir à la présentation, aussi bien à la présentation de Madame Amira que la présentation de Monsieur Fouad. Si vous avez des questions, si vous voulez rebondir. Alors, Karim, je peux, oui. Issel, alors, d'abord, je reviens à Foued. Foued, vraiment, je te remercie infiniment. Merci pour ce partage. Alors, comme je l'ai écrit dans mon message, c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué, en tout cas, surtout pour moi. Peut-être parce que j'appartiens à une autre génération, donc ça me change complètement, ça modifie complètement ma façon de travailler. Mais vraiment, merci beaucoup parce que ça m'a beaucoup interpellée. Donc, on a l'enregistrement, donc éventuellement, on pourra revenir. On sait que ça existe et je pense que c'est ce qui importe le plus. Donc, vraiment, merci beaucoup pour le temps, pour ton partage. L'idéal, ce serait qu'on fasse quelque chose en présentiel
parce que ça nous permettrait de te suivre un petit peu mieux, parce qu'on pourrait faire manipuler en même temps que toi, en fait. Voilà. Et Mira, merci beaucoup. Depuis le temps que je voulais t'écouter, depuis le temps que je voulais comprendre ce fameux Zotero. Donc, c'était très clair et vraiment, je vous remercie tous les deux infiniment parce que d'abord, vous avez partagé des choses très intéressantes et puis ensuite, vous nous avez consacré beaucoup de temps. Voilà. Merci. Merci, Lamia. Simer, vous voulez intervenir? Fadal. Simer Sriri, vous avez levé votre main. Juste Kélim, je peux intervenir juste une seconde. Si j'étais rapide sur une des démonstrations, je peux revenir, hein. D'accord, merci. Mère, on ne vous entend pas. Bon. Bon. Peut-être que vous avez eu un problème de connexion. Jihad. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? Bonjour. Bonjour, Oui, donc très bien. voilà, je me présente tout d'abord. Je suis docteur et chercheur en comptabilité. Je suis vraiment intéressée par cette formation. Je vous remercie énormément pour la thématique choisie et je remercie aussi les présentateurs et notamment Monsieur Foued. Et j'ai une petite question, si vous permettez. Est-ce que vous pouvez nous recommander, je ne sais pas, une petite référence ou bien un document, parce que la thématique, elle est vraiment très intéressante, mais en même temps, elle n'est pas facile à aborder et à comprendre. Vous avez tout synthétisé, c'est excellent. Mais pour revenir sur les détails, est-ce qu'il y a un petit quelque chose, une référence à nous recommander? Et concernant le software R, le package R, est-ce qu'il peut être disponible gratuitement ou bien est-ce qu'on peut avoir la licence? Donc c'est à ce propos que j'ai posé la question. Je vous remercie énormément encore une fois. Merci beaucoup. Sifouet, si vous voulez. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres. Je ne sais pas si j'interviens maintenant ou j'attends les autres qui ont la main levée. Je vais partager quelque chose de trop intéressant. C'est le manuel de référence. Il y a des slides. Donc, je vais partager le site qui va vous permettre, vous avez un tutoriel et des slides et des vidéos. Les slides contiennent vraiment les captures d'écran et tout ce qui est nécessaire. Voici donc le lien, il est partagé dans la discussion publique. Essayez d'ouvrir ce lien, vous avez le tutoriel et vous avez les slides. Il y a des slides, des vidéos et il y a des fichiers PDF avec les captures d'écran des interfaces de bibliométriques. Il y a tout. L'installation. D'abord, vous téléchargez le logiciel R. Il est gratuit. Si vous voulez, je vais partager le lien aussi pour le logiciel R. Il est gratuit. 4.1. Par la suite, le RStudio parce qu'il facilite la manipulation. Sinon, le R, c'est des programmations. Maintenant, c'est R4, R3.2. Hein, et maintenant, le point 2, donc ça évolue énormément. Je vais partager le lien de téléchargement dans la discussion publique. Voilà. Donc, vous commencez par R. Par la suite, le RStudio. Je vais partager le lien de téléchargement.
De préférence, un ordinateur avec Windows. Hein. Les Mac, je sais pas, les Mac, il y a ce petit problème de téléchargement, ils n'acceptent pas beaucoup de logiciels. Je préfère le PC avec Windows. Voilà, je vais partager le lien pour le RStudio. Une fois vous avez installé, n'ouvrez pas le R. Hein. Le R, juste, vous installez le R sans l'ouvrir. Le RStudio va prendre donc cette interface, le R, il va faciliter la manipulation parce que il y a des commandes à avancer dans R. Pour éviter cette programmation, on utilise RStudio. Et lorsque vous allez télécharger le RStudio, vous avez une interface en haut, Tools, Install Package. Vous installez Bibliometrix, le package nécessaire pour cette analyse bibliométrique. Et une fois que vous avez installé Bibliometrix, j'ai partagé le lien pour le tutoriel de tout ce qui est l'outil Bibliometrix. Vous avez des captures d'écran, l'interprétation de ces indicateurs et tout. Donc, comme ça, ça va devenir plus facile. Oui, il faut passer des nuits et des nuits à travailler, à comprendre ce logiciel, cet outil, mais c'est pas. Ça nécessite un peu de travail, un peu d'investissement, mais c'est pas trop difficile, croyez-moi, et vous pouvez publier des papiers et des papiers via cet outil et cette analyse bibliométrique. Voilà, merci. Donc, j'ai partagé tout dans la discussion publique. Oui, oui, c'est clair. Merci beaucoup, Sifoued. Alors, Meher, est-ce que le problème de connexion est réglé? Est-ce que on vous entend pas, malheureusement, Meher? Donc, si vous avez une question, vous pouvez la rédiger au niveau du chat. Donc, comme ça, elle sera lisible pour Sifoued et pour tout le monde aussi. D'accord? Bien. Jihad, vous avez une autre question? Non, 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 pas du tout. Merci beaucoup. Il nous a comblés, s'il faut aide. Vraiment, merci. Voilà, c'est très gentil. Merci. Sifoued, je voudrais aussi rebondir à un autre élément. Bon, question qui me vient comme ça. J'ai remarqué tout à l'heure que vous avez utilisé pas mal de fois le chat GPT pour quelques trucs au niveau de votre travail. Ma question ici, nous savons que ChatGPT est limité, je pense, jusqu'à 2021. Donc, les références qu'il a, ou bien les sources sont limitées jusqu'à 2021. Est-ce que ça pose un problème lorsqu'on travaille dans ce sens et on est avec des sources qui datent de 2022, 2023? Est-ce que ça poserait un problème? Donc, merci Sikari pour cette question trop pertinente. Bon, il y a une commande qui va vous permettre de connecter ChatGPT avec le navigateur. J'ai oublié cette commande, j'ai oublié, donc attendez, je vais voir ce que je peux trouver cette commande. Mais cette commande vous permet d'actualiser ChatGPT puisqu'il sera connecté aussi à Internet et il a la possibilité de mettre à jour beaucoup d'informations. Mais dans mon cas, j'ai utilisé ChatGPT uniquement pour me simplifier des tâches lourdes, uniquement pour faire des tâches à ma place, construire un tableau. Je peux construire ce tableau. Il l'a préparé pour moi. Si vous voulez, c'est un travail qui prend beaucoup de temps et le ChatGPT donc a la possibilité de me préparer, par exemple le tableau. Il me construit un tableau. Il y a les auteurs
et les champs, et moi, je vais remplir les champs. Donc, c'est à moi de remplir ces champs à ma façon, mais au moins, le tableau est prêt avec les auteurs et le nom, je peux ajouter la date. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il a fait à ma place. Par la suite, la commande. J'ai demandé uniquement de me donner une commande. Il donne des commandes aux programmeurs. Hein. Et les programmeurs l'utilise pour faire des programmes. Je lui ai demandé de me donner une commande que je peux la construire, mais dans un quart d'heure ou 20 minutes. Il a construit, il m'a donné cette commande dans quelques secondes et vous avez vu que la commande marche convenablement. Croyez-moi, si moi-même j'ai construit cette commande, j'aurais dû faire beaucoup de fautes. Hein. Faute de guillemets, faute de hors, faute d'espace, faute de parenthèses. Et vous voyez, il m'a donné une commande fonctionnelle prête et j'ai épargné beaucoup de temps. J'ai rien demandé de spécial à ChatGPT, juste de faire quelques tâches répétitives pour moi, uniquement. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je reviens une dernière fois à Meher. Meher, on ne vous entend pas, malheureusement. Donc, si vous voulez poser une question à Madame Amira ou bien Monsieur Fouet, donc vous pouvez les contacter. Non, non, on vous écoute pas, malheureusement, Meher. On vous écoute pas. Donc, si vous voulez poser votre question via le chat ou bien bon, d'accord. Amira, j'ai une petite question aussi concernant l'utilisation de Zotero. Tout à l'heure, lorsque vous avez spécifié lorsque vous avez utilisé plusieurs auteurs à la fois et vous avez demandé à Zotero d'insérer ces auteurs au niveau de votre texte, est-ce que dans cette commande, on peut spécifier l'ordre de citation parce que je pense qu'il n'y avait pas un ordre spécifique selon lequel ces citations ont été insérées, n'est-ce pas? Amira? Oui, oui, oui. Attends, en fait, j'avais le micro désactivé. La vérité, je ne sais pas. Après, en regardant ce que j'ai inséré dans le document, il n'y a pas un ordre, justement. Honnêtement, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas D'accord. essayé. La vérité moi, pour dans ces trucs, je reconvertis, je fais le truc manuellement. Regardez. Donc, j'insère les références. Et puis, si je veux, par exemple, un ordre chronologique, je fais copier-coller pour un certain bricolage. Mais je vais voir s'il D'accord. y a. Donc, là, c'est un bricolage que je fais. Je verrai s'il y a la possibilité de mettre un ordre. D'accord. Donc, Parfait. Aziz, je pense que Aziz a levé sa main. Est-ce qu'il Oui, veut vous intervenir? m'entendez? Allô? Oui, oui, Aziz, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Je vous remercie, Monsieur Foued Ben Saïd, c'était très intéressant et j'ai trop hâte d'assister à la formation en présentiel parce que je veux vraiment manipuler l'outil. Et je remercie Madame Srali, c'était très intéressant, c'est très instructif. En fait, j'avais la même question que Monsieur Mezren et je voulais savoir s'il y a un ordre chronologique lorsqu'on immigre les références de Zotero dans le corps du texte. Et j'avais une autre question. Pour la sélection collective, est-ce qu'on peut la faire aussi à partir de Google Scholar? Parce que Madame Zrali, vous n'avez montré à partir de Sciences Directes. Est-ce qu'on peut faire la même chose à partir de Google Scholar ou pas? oui, oui, bien sûr. Vous pouvez faire la même chose à partir de toutes les bases de données. Hein. Pourquoi? Parce que là, sur la barre d'outils en haut, sur le connecteur, c'est-à-dire il peut être connecté à toutes les bases de données. Donc, il suffit d'ouvrir, que ce soit l'article ou bien, même si vous n'avez pas accès hein, à la version intégrale, juste la page là où il y a l'abstract. Une fois vous cliquez sur le connecteur, ça s'enregistre de façon automatique. D'accord, d'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ah, je vous en prie, merci.
Il y a une autre question de la part de Jihad à vous, Madame Amira, au niveau du chat. Donc, Jihad, elle nous dit que est-ce que Zotero a les mêmes avantages que EndNote pour ce qu'on écoute Ben moi, l'avantage, c'est qu'il est gratuit, hein. Voilà, c'est pour cette raison, ben, beaucoup de monde utilise le logiciel Zotero. Les autres sont payants. Bah, il commet des erreurs, lui, hein. Bon, j'ai pas regardé, il a certaines faiblesses, des erreurs. Regardez, finalement, c'est un outil, ça reste un logiciel. Donc, on fait pas, des fois, mes étudiants, qu'est-ce qu'ils ramènent le mémoire, enfin, leur mémoire ou bien leur document, et à la fin, je trouve, par exemple, l'article, je vérifie la bibliographie, je trouve, par exemple, l'article, la revue, et page, genre, par exemple, de 333 à 49. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Zotero, il n'a pas pris en considération le troisième chiffre. Donc, ça reste un outil, il faut toujours vérifier, hein, même s'il génère de façon automatique, il faut vérifier toutes les informations. Bon, vous pouvez vérifier, je vais juste partager mon écran une seconde pour revenir à l'interface. Voilà, ben, regardez, là, je suis revenue à l'interface. Donc, pour chaque document, il y a l'onglet Info ici. Donc, dans cet onglet, il faut tout simplement vérifier le titre. Bon, généralement, c'est correct, les auteurs. Mais ici, vous pouvez ne pas trouver, par exemple, la revue. Là, il faut l'ajouter de façon, par exemple, cette revue, je dis, bon, je vais, non, c'est pas ça, je vais effacer le résumé. Ici, je vais effacer ça. Vous pouvez trouver l'article là, par exemple, la revue, c'est une donnée manquante. Là, j'ajoute par exemple Organization. Là, j'ajoute manuellement la revue. Vérifiez aussi, des fois, Zotero, vous trouvez comme ça, hein. Donc, il faut toujours vérifier les données par article pour que vous trouverez à la fin une bibliographie correcte, on va dire, hein. Donc, c'est ça les erreurs que Zotero peut commettre, c'est au niveau des données surtout manquantes. Je ne sais pas si vraiment j'ai répondu à la question, hein, pour Jihad. Bien. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, bien interventions. Bien. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, bien interventions. Voilà, Sifoued, vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste, j'ai voulu donc signaler que j'ai partagé le lien qui va permettre d'avoir un chat GPT connecté à Internet. C'est l'extension Google Chrome de WebChat. Et vous allez en bas l'icône pour se connecter à Internet. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité ou bien l'activer et il va mettre à jour les informations et ça sera plus 2021, mais ça va devenir un peu plus récent les informations qu'il va développer. Voilà. Donc l'extension est partagée dans la discussion publique. Parfait. Merci beaucoup, Sifoued. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, donc nous pouvons arriver à la fin de ce webinaire. Merci à vous tous d'être là. Merci beaucoup, Sifoued. Merci beaucoup, Madame Amir, pour la qualité de vos présentations. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à la préparation, à l'organisation de ce webinaire et principalement Hunaïda Hadar et Jihan Charben. En espérant vous voir dans un prochain webinaire. Restez branchés sur notre page et voilà.
Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci.